Pendant près de 3 ans, les équipages de chars allemands avaient vécu à l'intérieur d'un mythe d'invincibilité. L'histoire avait été écrite dans l'acier et le sang depuis août 1942, lorsque le Tigre 1 avait grondé pour la première fois dans le combat à Leningrad. Ces premiers Tigres semblaient violer toutes les règles fondamentales de la guerre blindée que les soldats des deux camps comprenaient. Le canon de 88 mm du Tigre pouvait endommager de nombreux chars alliés à longue distance, parfois même près de 2000 mètres. Mais les conditions réelles du champ de bataille permettaient rarement des tirs à si longue distance et la précision devenait beaucoup plus faible à cette portée, des distances si grandes que les chars ennemis apparaissaient comme de simples points à l'horizon. Leur blindage, l'avant de la tourelle du Tigre, était principalement de 100 mm d'épaisseur et seules certaines zones renforcées autour du canon atteignaient environ 120 mm, les rendant virtuellement immunes aux canons standards des chars alliés aux distances de combat normales. Les mathématiques étaient brutalement simples et dévastatrices. Le canon M3 de 75 mm du M4 Sherman pouvait pénétrer le blindage avant du Tigre à environ 100 à 200 mètres. Et c'était encore difficile. Mais cela ne nécessitait pas des angles extrêmement rares comme on le prétend souvent. Mais le 88 mm d'un Tigre pouvait percer le blindage avant d'un Sherman à 2000 mètres. Les équipages allemands n'avaient pas besoin d'être des génies en mathématiques pour comprendre ce que cela signifiait. Dans de nombreuses batailles, le Tigre avait une portée efficace plus longue, mais le terrain, l'artillerie et la puissance aérienne limitaient souvent cet avantage. Il ne pouvait donc pas toujours détruire les chars ennemis avant d'être menacé. À la fin de 1944, le Tigre était encore un char dangereux, mais son avantage était devenu plus faible car les Alliés avaient désormais des canons plus puissants et de meilleurs chasseurs de chars. Un seul Tigre pouvait ralentir une avancée alliée dans des situations particulières. Bien que cela n'arrivât pas très souvent, l'effet psychologique s'avéra aussi puissant que l'avantage mécanique lui-même. Les équipages de chars alliés développèrent ce qu'ils appelèrent la Tiger Fever, fièvre du tigre, une sorte de panique qui leur faisait voir des tigres partout, rapportant bien plus de rencontres qu'il n'y en avait eu en réalité. Chaque char allemand devenait un tigre dans leur esprit. Chaque engagement, un face-à-face avec un monstre invincible. Pendant ce temps, les équipages des chars lourds allemands développèrent une croyance presque mystique en leur propre invulnérabilité. Ils peignaient des anneaux de victimes sur leurs canons comme les as de la chasse, comptant leurs victoires avec fierté. Les vétérans de la Schwere Panzerabteilung 506 décriront plus tard le sentiment d'invincibilité qui accompagnait l'utilisation des tigres. De nombreux équipages de tigres se sentaient très confiants en raison de leur fort blindage et de leurs puissants canons, bien qu'en réalité, ils fassent toujours face à un danger sérieux de la part de l'artillerie, des attaques aériennes et des armes anti-chars alliées plus puissantes. Dans la doctrine défensive allemande, le Tigre n'était qu'un élément de soutien et la base principale restait l'utilisation de canons anti-chars, de positions de terrain solides et de couches défensives profondes. Les positions étaient choisies spécifiquement pour exploiter l'avantage de longue portée du Tigre. Les ordres étaient clairs, engagés à distance maximale là où l'écart technologique était le plus grand. Même alors que l'Allemagne battait en retraite à travers la France et dans les Pays-Bas à la fin de 1944, même si les pénuries de carburant et la rareté des pièces détachées handicapèrent chaque unité, les équipages maintinrent leur confiance. Ils pouvaient être surpassés en nombre de 10 contre 1 ou 20 contre 1, mais ils avaient les meilleurs chars. La qualité triompherait de la quantité. Elle l'avait toujours fait. Ce que ces équipages allemands confiants ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est qu'à 8000 km de là, dans le cœur industriel de l'Amérique, depuis 1942, des ingénieurs américains travaillaient sur de nouveaux modèles de chars pour remplacer le Sherman et améliorer la puissance de feu. Et ce développement mena plus tard au M26 Pershing. Le voyage vers le M26 Pershing commença par une prise de conscience amère que les concepteurs de chars américains durent accepter. Le M4 Sherman, l'épine dorsale des forces blindées américaines, avait été conçu en 1941 pour combattre le Panzer IV avec son canon court de 75 mm. Quand les Sherman rencontrèrent les Tigres en Italie et en Normandie, ils étaient surclassés en blindage, puissance de feu et portée. Les rapports du front rendirent évident que quelque chose devait changer.
Fin 1942, les officiers de l'Ordnance Department américain commencèrent à planifier un nouveau char avec un canon de 90 mm. Et en 1943, ce travail se transforma en projet T-25 et T-26, destinés à tenir tête au blindage plus lourd de l'Allemagne. Ils comptaient construire un char lourd qui pourrait résister à tout ce que l'Allemagne possédait. L'ampleur du projet était encore extraordinaire et le travail fut réparti dans plusieurs grandes usines automobiles, de nombreux sous-traitants et des milliers de travailleurs dans différents États qui étaient déjà habitués à construire des Shermans et d'autres véhicules blindés. La Fisher Body Division de General Motors, qui produisait des Sherman dans le Michigan, reçut l'ordre de se rééquiper pour le nouveau char. Ce n'étaient pas de petites mises à jour, mais des changements fondamentaux. Nouvelle coulée de tourelles, nouveau système de transmission et l'intégration d'un canon de 90 mm auparavant utilisé uniquement dans des rôles anti-aériens et de chasseurs de chars. Le canon M3 de 90 mm était un grand pas en avant et il tirait un obus perforant de 24 livres, 10,9 kg à plus de 2800 pieds par seconde, 853 mètres par seconde. Selon les données des tests américains, l'obus M82 APC pouvait pénétrer environ 150 mm de blindage à environ 500 mètres, et l'obus HVAP, avec son noyau en tungstène, pouvait pénétrer bien au-delà de 250 mm à cette distance. Donc, sur le papier, le canon pouvait sérieusement menacer les tigres, et même le Tigre Royal, si l'équipage pouvait obtenir un bon tir. La sécurité autour du nouveau char était plus stricte que d'habitude, et de nombreux ouvriers savaient simplement qu'ils construisaient un type plus lourd lié à la lignée des Sherman. Des récits ultérieurs suggèrent que les pièces étaient fabriquées dans plusieurs usines, comme pour les autres véhicules de guerre, mais le véritable secret se concentrait sur la façon dont les premiers Pershing seraient expédiés et introduits au combat. Lorsque les premiers Pershing, en janvier 1945, T-26E3 Pershing furent expédiés des États-Unis vers l'Europe sous un haut niveau de secret, et les équipages qui s'étaient entraînés dessus à Fort Knox reçurent pour instruction de décrire les chars simplement comme de nouveaux Sherman. La traversée de l'Atlantique vers Anvers les emmena à travers des eaux dangereuses, et les hommes savaient qu'ils escortaient un nouveau type de char qui pourrait changer les batailles futures, même si seulement quelques-uns arriveraient avant la fin de la guerre. Lorsque le chargement atteignit Anvers plus tard en janvier 1945, les Pershing furent remises à la première armée américaine, puis réparties entre la 3e et la 9e division blindée opérant près de la Ruhr et autour de Duren. Le 25 février, lorsque les Pershing atteignirent les unités de première ligne, les usines américaines avaient déjà construit plus de 200 chars, la production s'accélérant. À la fin de 1945, les usines américaines avaient construit environ 2200 chars Pershing au total, la plupart venant de l'usine Fisher de Grand Blanc et le reste de l'arsenal de chars de Détroit exploité par Chrysler. À titre de comparaison, l'Allemagne ne construisit que 1347 chars Tigre 1 et 492 Tigre 2, Tigre Royal, pendant toute la guerre. L'industrie américaine était désormais capable de produire des chars lourds à une échelle que l'Allemagne ne pouvait égaler. Pourtant, en février 1945, alors que les premiers Pershing roulaient vers le front, cachés parmi les Sherman, les commandants allemands n'avaient guère idée du nombre de chars lourds américains maintenant en production, ni de la rapidité avec laquelle le nouveau type pourrait apparaître. L'échec du renseignement du côté allemand fut complet et catastrophique. Malgré l'un des services de renseignement les plus efficaces des premières années de la guerre, malgré les interceptons de signaux, la reconnaissance aérienne et les réseaux d'informateurs, les renseignements allemands avaient très peu d'informations claires sur le nouveau char lourd américain et le Pershing n'apparut sur le front occidental qu'au début de 1945 en petit nombre. Les commandants allemands s'étaient donc convaincus que les Américains avaient choisi la quantité plutôt que la qualité comme doctrine stratégique permanente, que la démocratie industrielle de l'autre côté de l'Atlantique était intrinsèquement incapable de produire des armes techniquement sophistiquées.
Il ne pouvait concevoir que l'industrie américaine puisse pivoter pour produire des chars lourds tout en maintenant sa production massive de Sherman, d'avions, de navires et de tout autre matériel de la guerre moderne. La plupart des manuels d'entraînement et des fiches de reconnaissance allemands se concentraient sur les nombreuses versions du Sherman et d'autres chars alliés courants, et les archives survivantes ne montrent pas clairement que les programmes de chars lourds américains comme le Pershing étaient couverts en détail. Les commandants allemands supposaient souvent que les États-Unis compteraient sur un grand nombre de chars existants plutôt que d'introduire un modèle lourd complètement nouveau. C'était exactement le genre d'hypothèse qui fait tuer des armées. Les 20 premiers chars T-26 E-3 Pershing arrivèrent en Europe en janvier 1945 dans le cadre de la mission Zebra et le général Bradley en donna 10 à la 3e division blindée et 10 à la 9e division blindée. La 3e division blindée commença à utiliser ces nouveaux Pershing au combat vers le 25 février 1945 en mélangeant un char dans chaque compagnie de Sherman afin que les équipages puissent tester le modèle dans des conditions réelles de combat. Ils furent peints en vert olive standard et reçurent des marquages d'unités normaux pour les fondre dans le décor, bien que leurs canons plus longs et leur profil plus bas les rendent distinctifs pour quiconque savait quoi regarder. Les équipages reçurent des ordres stricts. Éviter le combat sauf pour engager des chars lourds allemands. Le but était de garder le secret le plus longtemps possible pour maximiser l'effet de choc lorsque la révélation viendrait enfin. Le 26 février 1945, près de la ville d'Elsdorf, le premier Pershing fut mis hors de combat. Le T-26E3, que l'équipage avait surnommé Fireball, fut touché par un Tigre 1 dans une embuscade à courte portée. L'obus de 88 mm du Tigre frappa le masque du canon du Pershing, tuant instantanément le tireur et le chargeur. Mais même cet engagement révéla quelque chose que les Allemands ne saisirent pas. Le Pershing fut récupéré et réparé le 7 mars, démontrant des capacités de maintenance et de récupération américaines que l'Allemagne ne pouvait plus égaler. Le char, qui aurait dû être une perte permanente, était de retour en action en quelques jours. Dans les jours qui suivirent Elsdorf, certains équipages de chars allemands combattirent des véhicules américains qu'ils ne pouvaient pas facilement reconnaître dans la fumée et la confusion, et ils commencèrent à réaliser qu'à certaines distances, le canon de 90 mm du Pershing pouvait percer leur blindage plus facilement que le canon d'un Sherman ne le pouvait. Des récits ultérieurs décrivent des tirs à longue portée de Pershing contre des chars allemands, mais il n'existe pas de traces archivistiques claires d'un rapport spécifique d'équipage de Panther à 1800 mètres qui aurait été classé et rejeté au haut commandement. Après tout, les chars américains étaient censés être inférieurs. Tout le monde le savait. Le manuel d'entraînement le disait. 3 ans d'expérience de combat le confirmaient. L'idée que les Américains aient secrètement développé un char lourd capable de menacer les Tigres et les Panthers semblait trop invraisemblable pour être prise au sérieux. Puis vint Cologne. Wilhelm Bartelbort commandait un Panther de la Panzerbrigade 106. Et dans l'après-midi du 6 mars 1945, il se sentait aussi confiant que n'importe quel commandant de char allemand pouvait se sentir dans ces derniers mois désespérés de la guerre. Son équipage avait positionné leur Panther sur la place de la cathédrale de Cologne, utilisant les décombres des bâtiments bombardés pour fournir une couverture partielle de la coque. L'espace ouvert de la place leur offrait des champs de tir dégagés dans plusieurs directions. Quand les chars américains approcheraient, ils les verraient venir à des centaines de mètres. C'était leur terrain, leur avantage, et l'équipage de Bartelbort savait comment l'utiliser. Vers 15h20, Bartelbort aperçut un mouvement près de l'hôtel Gürzenich, détruit à travers son périscope. Il signala la vision à son tireur, identifiant la cible comme ce qui semblait être une variante inhabituelle de Sherman, avec un canon allongé. La distance était d'environ 300 mètres, ce qui était pratiquement à bout portant pour le canon à haute vélocité de 75 mm d'un Panther. Cela devrait être rapide et net, Bartelbort a dû penser. Un coup, un mort. Comme des douzaines d'engagements avant, il donna l'ordre de tirer. Le canon du Panther parla le premier, comme l'exigeait la doctrine tactique. L'obus parcourut les 300 mètres en une fraction de seconde et frappa le blindage avant du char américain qui approchait avec l'impact solide que Bartelbort et son équipage avaient entendu d'innombrables fois auparavant.
Mais ce qui arriva ensuite était impossible. Au lieu de pénétrer, au lieu de l'explosion et du feu attendu, l'obus ricocha vers le haut dans une pluie d'étincelles. Barthelborst eut peut-être 3 secondes pour assimiler cette impossibilité avant que le tir de retour n'arrive. Du côté américain, le sergent-chef Robert Early commandait le Pershing que son équipage avait surnommé Eagle 7, Aigle 7. Son tireur, le caporal Clarence Smoyer, avait déjà acquis le Panther dans son viseur. Le char allemand avait tiré le premier, mais quand cet obus rebondit sur le blindage avant d'Eagle 7, Smoyer sut qu'ils avaient l'avantage. Il centra son réticule sur le masque du canon du Panther et tira un seul obus de 90 mm. Le projectile perfora la face de la tourelle du Panther comme si le blindage n'était pas là. À l'intérieur du char allemand, l'équipage n'eut pas le temps de comprendre ce qui les avait tués. Les munitions s'enflammèrent presque instantanément et le Panther explosa en flammes. Tout l'engagement, du premier coup à la destruction, dura moins de 15 secondes. Le caméraman du Signal Corps, Jim Bates, captura toute la séquence sur film et ces images deviendront l'une des preuves documentaires les plus importantes de la guerre. Le film montre ce qui arriva ensuite. Un autre char allemand à proximité, les récits divergeant sur le point de savoir s'il s'agissait d'un Tigre ou d'un autre Panther, tenta d'engager Eagle 7. Il fut également détruit par le Pershing avec un seul tir frontal. L'engagement total dura moins de 5 minutes, mais ces 5 minutes démontrèrent de manière concluante que les chars américains pouvaient désormais égaler le blindage allemand dans la catégorie qui avait toujours appartenu à la Wehrmacht, la puissance de feu. Karl Hoffmann regarda le Panther de Wilhelm Barthelborst brûler depuis sa propre position sur la place. À travers son périscope endommagé, il pouvait voir les flammes consumer le char. Pouvait imaginer ce qui était arrivé à l'équipage à l'intérieur. Il avait servi avec Barthelborst, s'était entraîné avec lui, avait partagé d'innombrables repas et conversations pendant la longue retraite de France. Maintenant, son ami était mort, tué par une arme qui n'était pas censée exister. Hoffmann étudia le char américain qui avait fait cela. La signature du canon était erronée, trop lourde pour un Sherman de 75 mm. La façon dont il avait repoussé le premier tir de Barthelborst était erronée. Tout dans cet engagement violait ce qu'il comprenait du blindage américain. Et dans cet instant de reconnaissance, Hoffmann prit une décision qui aurait été impensable des semaines plus tôt. Il ordonna à son équipage de se retirer plutôt que d'engager une menace inconnue. Les survivants qui regagnèrent le poste de commandement de la Panzerbrigade 106 déposèrent leur rapport ce soir-là. Ils décrivirent un char américain avec ce qui semblait être un canon de 90 mm, avec un blindage avant épais qui déviait les obus de Panther à 300 mètres. Si de tels rapports parvinrent aux quartiers généraux supérieurs, ils n'étaient probablement que quelques messages parmi tant d'autres dans les mois confus de la fin de la guerre, et les officiers allemands avaient déjà des années d'expérience de combat contre les Sherman et croyaient généralement que les chars américains étaient plus faibles que les Tigres et les Panthers. Cette longue habitude de penser rendit plus difficile pour eux d'imaginer que les États-Unis puissent soudainement déployer un nouveau char lourd qui était une véritable menace pour leur meilleur blindage. En quelques heures, l'engagement de Cologne déclencha quelque chose approchant la panique à l'Oberkommando Ouest. Fin février et début mars 1945, plusieurs unités allemandes commencèrent à envoyer leurs propres rapports sur un nouveau char lourd américain. Ces messages étaient des réactions locales plutôt qu'une directive unique à l'échelle du théâtre, mais ils montraient néanmoins une réelle incertitude au sein des forces Panzer. Les ordres étaient clairs, signaler immédiatement toute rencontre avec de nouveaux chars lourds américains, fournir des descriptions détaillées, évaluer les capacités, transmettre toutes les informations au quartier général du renseignement sans délai. Les réponses qui affluèrent au cours des jours suivants dressèrent le tableau d'une surprise technologique que les commandants allemands avaient du mal à accepter. Plusieurs équipages signalèrent des chars américains avec des canons de la classe des 90 mm. Un blindage avant épais qui défaisait les obus de Panther à des distances de combat. Les Pershing détruisirent effectivement des Panthers et même un Tigre. Mais tous les engagements confirmés eurent lieu aux distances normales du front occidental, généralement bien en dessous d'1 kilomètre. Il n'existe pas de preuves fiables de Pershing obtenant des victimes à des distances extrêmes. Le schéma était cohérent,
les détails correspondant entre les rapports de différents secteurs, différentes unités, différents engagements. Ce n'était pas de la panique ou une mauvaise identification, c'était réel. Certains équipages allemands prirent d'abord le Pershing pour une nouvelle variante de Sherman, surtout à longue distance, mais il n'y a pas de preuve que Sherman à long canon était un nom courant ou officiel, incapable ou non disposé à concevoir un modèle de char lourd américain entièrement nouveau. Le malentendu persisterait pendant des semaines, contribuant à des erreurs tactiques, alors que les commandants allemands tentèrent d'engager les Pershing en utilisant des tactiques anti-Sherman qui étaient pires qu'inutiles. Les écoles de formation de la Panzerwaffe eurent du mal à répondre. Elles n'avaient aucune information sur le nouveau véhicule américain à distribuer aux équipages. Les fiches de reconnaissance n'existaient pas. Les manuels tactiques supposaient que les canons des chars américains ne pouvaient pas pénétrer frontalement le blindage lourd allemand, une hypothèse qui était désormais manifestement fausse. À la mi-mars 1945, environ 20 Pershing étaient opérationnels sur le théâtre européen, avec plus arrivant chaque semaine. 20 chars parmi les milliers de Sherman en service semblent insignifiants, à peine dignes d'être remarqués à la grande échelle des opérations militaires. Mais le petit nombre de Pershing attira effectivement l'attention et causa une incertitude locale, en particulier dans les unités qui ne s'attendaient pas à un nouveau char lourd américain. Cependant, leur impact psychologique global sur la force blindée allemande fut limité par la situation d'effondrement de 1945. Le problème était l'identification. À longue distance ou par mauvaise visibilité, certains équipages allemands pouvaient confondre le Pershing avec un Sherman. Mais les deux chars avaient des formes clairement différentes. Les erreurs d'identification se produisaient, mais elles n'étaient ni universelles ni inévitables. Et cette incertitude changeait tout. Chaque engagement devenait un pari. Ce char qui approchait, était-il un Sherman qu'il pouvait détruire facilement? Ou était-ce un Pershing qui pouvait les tuer à distance? Il n'y avait aucun moyen de le savoir avant que les tirs ne commencent, et alors il pourrait être trop tard. Les forces allemandes ne récupérèrent pas de pièces de Pershing à Elsdorf. La plupart des connaissances sur le Pershing venaient de l'observation sur le champ de bataille et de documents techniques américains devenus disponibles après la guerre. Le Pershing utilisait une grande tourelle coulée, une méthode que les Allemands comprenaient aussi, bien qu'ils aient davantage recours à la construction soudée. La conception montrait néanmoins une approche américaine différente de la production et de la protection de l'équipage. Le moteur V8 Ford GAA produisait 500 chevaux tout en maintenant une fiabilité que les moteurs allemands ne pouvaient atteindre même en temps de paix, sans parler pendant une guerre totale avec des ressources poussées au-delà du point de rupture. La transmission comprenait des caractéristiques avancées qui semblaient impossiblement complexes, mais fonctionnaient parfaitement dans des conditions de terrain. Le Pershing avait un stabilisateur, mais de nombreux équipages le désactivaient car il était difficile à utiliser. Il offrait une certaine aide, mais ne permettait pas un tir précis et constant en mouvement. La rotation motorisée pouvait faire pivoter la tourelle massive de 360 degrés en 15 secondes. Mais le plus démoralisant étaient peut-être les petits détails que les rapports techniques incluaient presque comme des ajouts. Le Pershing offrait une meilleure disposition interne et une protection des munitions que la plupart des chars allemands de la fin de la guerre, bien qu'il ne fût pas plus grand à l'intérieur que tous les modèles allemands, avec une meilleure ergonomie pour l'équipage et des caractéristiques de confort. Le stockage des munitions comprenait des systèmes de rangement humide conçus pour prévenir les incendies, une caractéristique de sécurité dont les chars allemands avaient désespérément besoin, mais qu'ils ne possédaient pas. Même des touches mineures comme des surfaces rembourrées et un éclairage intérieur montraient une attention au confort et à la survie de l'équipage que les conceptions allemandes avaient sacrifié dans la poursuite d'un blindage et d'une puissance de feu maximum. Le rapport circula dans les écoles de formation de la Panzerwaffe et les quartiers généraux des unités. Et avec lui se répandit une prise de conscience qui frappa plus profondément que n'importe quelle défaite tactique. Les Américains n'avaient pas seulement égalé la conception des chars allemands par chance ou accident, ils l'avaient potentiellement améliorée d'une manière que les ingénieurs allemands n'avaient même pas considérée comme importante.
La démocratie industrielle qu'on leur avait appris à mépriser, la nation métissée d'immigrants et d'ouvriers d'usines, avait atteint la parité technique tout en maintenant une supériorité de production qui rendait la capacité de fabrication de l'Allemagne primitive en comparaison. Les mathématiques de la production racontaient une histoire qui était peut-être encore plus démoralisante que les spécifications techniques. Au début de 1945, l'Allemagne produisait encore plusieurs centaines de chars et autres véhicules blindés chaque mois. Mais ce niveau était bien inférieur au pic de production de 1943 à 1944 et il ne pouvait plus suivre le rythme des pertes alliées. Les pénuries de carburant, la rareté des matières premières, les bombardements alliés des installations industrielles et la perte de travailleurs qualifiés à cause de la conscription militaire avaient réduit la production de chars allemands à une fraction de son pic de 1943. Pendant toute la guerre, l'Allemagne construisit environ 1350 chars, Tigre 1 et environ 490 Tigre 2. Tigre Royal, ce qui était un petit total comparé à la production de chars alliés. Ces chiffres n'étaient pas petits selon les standards de la plupart des nations, mais ils pâlissaient en comparaison de ce que l'industrie américaine réalisait. Alors que l'Allemagne luttait pour maintenir ne serait-ce qu'une production réduite, les usines américaines avaient construit un peu plus de 2200 chars M26 en octobre 1945. Et cela se produisit en moins d'un an de production. L'usine Fischer de Grand Blanc produisit environ 1190 de ces Pershing et le millier restant provenait principalement de l'usine de chars de l'Arsenal de Détroit. Et, de manière cruciale, cette production eut lieu alors que les usines américaines maintenaient simultanément la production de Sherman, la production d'avions, la production de navires et la fabrication de toutes les autres armes, véhicules et équipements que la guerre industrielle moderne exigeait. La comparaison des infrastructures révéla la disparité fondamentale. Les usines de chars américaines couvraient plusieurs millions de pieds carrés de surface au sol et, avec d'autres usines de défense, elles formaient un système industriel que l'Allemagne ne pouvait égaler. La seule usine de chars de l'Arsenal de Détroit s'étendait sur plus de 100 acres et pouvait produire des milliers de chars. Et des entreprises comme Fisher Body convertirent des usines automobiles entières au travail sur les chars en quelques mois. Les équipages de chars allemands savaient par expérience et par des documents capturés que l'industrie américaine pouvait remplacer les pertes beaucoup plus rapidement que l'Allemagne, et cette connaissance minait déjà le moral. Quand ils apprirent que les États-Unis déployaient également un nouveau char lourd comme le Pershing, de nombreux soldats sentirent que l'équilibre industriel était passé de difficile à désespéré. L'équation mathématique de la guerre était passée de difficile à impossible. Ils n'étaient pas seulement confrontés à un adversaire techniquement compétent, ils étaient confrontés à un adversaire qui pouvait remplacer les pertes à des rythmes que l'Allemagne n'avait jamais égalés, même au plus fort de sa puissance. L'impact psychologique de cette prise de conscience se répandit dans la Panzerwaffe comme une maladie. Les équipages de chars qui avaient maintenu leur morale à travers des pertes terribles et une retraite constante l'avaient fait en s'accrochant à une certitude. Leurs chars étaient supérieurs. Quand cette certitude mourut, quelque chose d'essentiel se brisa dans l'esprit des forces blindées allemandes. En 1945, de plus en plus de chars allemands étaient abandonnés en raison de pannes mineures, du manque de carburant ou de la peur des attaques aériennes alliées, et les équipages n'avaient plus la volonté ou le soutien pour continuer à se battre. Dans certains secteurs où de nouveaux chars lourds américains étaient signalés, les soldats allemands étaient encore plus rapides à abandonner des véhicules qui auraient pu être réparés parce qu'ils sentaient que la guerre était déjà perdue. Des positions défensives qui auraient dû être tenues pendant des jours s'effondraient en heurts. Des équipages qui avaient autrefois tenu bon contre des chances écrasantes se retiraient maintenant au premier contact avec le blindage américain. L'impact matériel de 20 Pershing parmi des milliers de chars américains était minime, mais l'impact psychologique était paralysant. Les commandants de chars allemands ne pouvaient pas savoir s'ils faisaient face à des Sherman ou à des Pershing avant que l'engagement ne commence, et cette incertitude se révéla plus efficace que n'importe quelle présence réelle de Pershing. La bataille de Dessau, menée du 21 au 23 avril 1945, montra comment les combats de la fin de la guerre avaient changé.
Les défenseurs allemands avaient encore des Panthers et au moins un char lourd dans la zone, et la 3e division blindée signala plusieurs jours de résistance acharnée avant que la ville ne tombe. L'attaque américaine comprenait des Sherman et un seul Super Pershing modifié. Et si les unités allemandes choisissaient parfois de se replier plutôt que de combattre jusqu'au dernier, elles ne capitulaient pas simplement sans résistance organisée. Les équipages de Tigre Royal savaient que leurs chars étaient encore très puissants sur le papier, avec un blindage à vent épais et un long canon de 88 mm, mais en avril 1945, ils manquèrent de carburant, de pièces détachées et de couverture aérienne. De nombreux tankistes allemands craignaient les canons anti-chars, les chasseurs bombardiers et les chasseurs de chars alliés autant que n'importe quel char américain. Et l'apparition de quelques Pershing ajouta une menace de plus à un champ de bataille qui semblait déjà désespéré. Des unités qui avaient combattu pendant des années sur le front de l'Est subirent certains des chocs psychologiques les plus forts lorsqu'elles firent face plus tard aux alliés occidentaux. La Schwere Panzerabteilung 505 avait détruit de nombreux chars soviétiques et ses équipages se considérèrent comme une élite. Ils restèrent sur le front de l'Est jusqu'à la fin de la guerre, mais des unités de vétérans similaires qui se déplacèrent vers l'Ouest s'attendaient à dominer le blindage américain comme elles avaient combattu les chars soviétiques. Dans les dernières semaines d'avril 1945, les unités blindées allemandes s'effondrèrent sous les attaques aériennes constantes, les pénuries de carburant et le nombre écrasant d'alliés. Certains équipages étaient prudents lorsqu'ils voyaient des chars américains qu'ils ne pouvaient pas identifier clairement, mais il n'y a pas de preuve solide que la confusion entre Sherman et Pershing ait été une cause principale de leur défaite. Dans le chaos de 1945, certains rapports allemands mentionnaient des chars lourds américains dans des endroits où seuls des Sherman étaient réellement présents, ce qui montre à quel point la situation était devenue confuse. De nombreux chars allemands furent abandonnés ou détruits par leurs propres équipages en raison de panne ou de manque de carburant. La force Panzer se désintégrait principalement à cause des pénuries matérielles et de l'effondrement général de la position de l'Allemagne, avec des problèmes de morale s'ajoutant à ces facteurs physiques plutôt que de les remplacer. Dans les derniers mois de la guerre, de nombreuses unités allemandes, y compris les équipages de chars et l'infanterie, tentèrent de se rendre aux alliés occidentaux plutôt que de continuer à se battre. C'était principalement parce qu'ils savaient que la guerre était perdue et craignaient la captivité soviétique, pas seulement à cause des nouveaux chars américains comme le Pershing. Dans les interrogatoires et mémoires d'après-guerre, de nombreux vétérans allemands expliquèrent leur défaite en pointant la puissance aérienne alliée, l'artillerie et la logistique supérieure. Certains mentionnèrent également l'arrivée de chars américains mieux armés, y compris le Pershing, comme un autre signe que la force de l'ennemi continuait de croître, mais ils ne décrivirent généralement pas cela comme le point de rupture psychologique unique et décisif. Au début de 1945, de nombreux équipages de chars allemands savaient déjà que la guerre était perdue à cause de la supériorité aérienne alliée, de l'artillerie sans fin et de la destruction du système d'approvisionnement allemand. L'apparition de chars lourds américains tels que le Pershing renforça ce sentiment dans certaines unités, mais elle ne le créa pas. Pour la plupart des équipages, les Tigres et les Panthers ne semblaient plus être des armes miracles. C'étaient des outils puissants utilisés dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée. Après la guerre, certains vétérans allemands qui vécurent plus tard aux États-Unis parlèrent de la puissance industrielle et économique écrasante des Alliés plutôt que d'un seul char. Pour eux, la production de masse américaine, la puissance aérienne et la capacité de reconstruire les anciens ennemis étaient des symboles plus forts de la force démocratique que n'importe quel véhicule spécifique comme le Pershing. Il y a une ironie profonde dans l'histoire de l'impact du Pershing sur le moral allemand. Au moment même où les équipages de chars allemands perdaient la confiance en leur supériorité technologique, les ingénieurs allemands travaillaient sur de nouveaux modèles de chars, mais la plupart d'entre eux restèrent sur le papier et n'atteignirent jamais un stade où leur performance réelle aurait pu être comparée aux chars américains. Le programme Panther II visait à créer un char moyen amélioré, les projets de chars standardisés. E-50 et E-75 représentaient des conceptions avancées, incorporant les leçons apprises pendant des années de combat.
Ces programmes existaient sur le papier et sous forme de prototypes, et les ingénieurs allemands exploraient encore de nouvelles idées, mais le pays n'avait plus les ressources pour transformer ces conceptions en véhicules réels. Mais ils arrivèrent trop tard et en nombre trop faible pour avoir de l'importance. Ce contraste incarnait la différence fondamentale entre les approches allemandes et américaines de la guerre. Les Allemands recherchaient la perfection technique dans les armes individuelles, concevant et reconcevant pour obtenir des améliorations marginales des capacités, même si la production en souffrait et que l'équipement existant s'usait sans être remplacé. Les Américains recherchaient une qualité suffisante en quantité massive, acceptant que leurs chars puissent ne pas être individuellement supérieurs tant qu'ils pouvaient en déployer 10 ou 20 pour chaque char que l'ennemi produisait. La résistance allemande devint de plus en plus désespérée en raison de la supériorité globale alliée en main-d'œuvre, en industrie et en logistique, plutôt qu'à cause du seul Pershing. Les chiffres ne mentaient pas, et même les soldats les plus dévoués comprenaient que le courage et l'habileté ne pouvaient surmonter l'arithmétique quand l'écart devenait trop grand. Le Pershing lui-même n'était pas la super arme que les équipages allemands redoutaient. La transmission s'avéra peu fiable, entraînant des pannes mécaniques qui handicaperont le modèle même après la fin de la guerre. Le canon de 90 mm, bien que puissant, avait une cadence de tir plus lente que le 88 mm allemand. Le blindage, bien que bien incliné et efficace, était en réalité plus mince par endroits que les plaques massives du Tigre royal. Mais l'impact psychologique ne dépendait pas de la supériorité technique du Pershing. Il dépendait de l'effondrement des hypothèses allemandes sur les capacités américaines. L'analyse statistique de l'efficacité au combat du Pershing est de toute façon problématique, puisque seulement une vingtaine virent un combat réel avant la capitulation de l'Allemagne. La taille de l'échantillon est trop petite pour faire des affirmations significatives sur les ratios de victimes ou l'efficacité au combat. Ce qui importait n'était pas combien de chars allemands le Pershing détruisit. Ce qui importait était comment la simple existence du Pershing affecta le moral allemand et la prise de décision tactique. Les équipages allemands crurent que les Américains avaient atteint la parité ou la supériorité en matière de chars. Et cette croyance façonna leurs actions plus puissamment que les capacités techniques réelles des chars auxquels ils faisaient face. 20 Pershing au combat contribuèrent à briser l'esprit de la Panzerwaffe, non pas par des victoires écrasantes ou en dominant chaque engagement, mais parce que le Pershing montra que la conception des chars américains s'améliorait, mais il ne joua pas un rôle majeur dans le changement des croyances allemandes sur la supériorité technique. Aujourd'hui, les M26 Pershing survivants se dressent dans des musées du monde entier comme un témoignage silencieux de la réussite industrielle américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Au musée Patton de la cavalerie et du blindé à Fort Knox, Kentucky, un Pershing se tient à côté d'un Tigre royal capturé. Et au musée Patton de la cavalerie et du blindé, un Pershing se tient à côté d'un Tigre royal capturé. Les présentations muséales comparent souvent leur blindage et leur puissance de feu, mais de telles comparaisons n'expliquent pas pleinement l'effet psychologique que le char américain eut sur ses adversaires en temps de guerre. Mais ce panneau, aussi précis soit-il dans la description de l'épaisseur du blindage, de la pénétration du canon et de la puissance du moteur, ne peut capturer la révolution psychologique que le char américain créa. Le moment où ils réalisèrent que l'avantage technologique sur lequel ils avaient compté avait disparu. La compréhension que l'industrie américaine avait réalisé ce qu'on leur avait appris être impossible. Pour certains observateurs, le Pershing devint plus tard un symbole de la façon dont l'industrie américaine avait atteint un niveau que l'Allemagne ne pouvait plus égaler. Cette interprétation reflète les points de vue d'après-guerre plutôt que des déclarations largement enregistrées de vétérans allemands. Les chiffres racontent leur propre histoire, crue et sans compromis. 20 Pershing virent le combat, un nombre statistiquement insignifiant dans le contexte d'une guerre mondiale. Environ 310 Pershing furent expédiés en Europe avant le jour de la victoire en Europe, bien que seulement environ 200 d'entre eux aient été attribués aux unités de première ligne et aient connu une forme quelconque de service au combat. Encore une petite fraction des milliers de chars américains déployés. Mais à la fin de la guerre, l'industrie américaine avait produit un peu plus de 2200 chars Pershing, selon la façon dont les coques non finies étaient comptées.
La plupart de ces véhicules furent achevés en 1945. Fisher Body construisit environ 1739 Pershing, tandis que l'arsenal de chars de Détroit en produisit environ 473 de plus. Beaucoup de ces véhicules furent finis après le jour de la victoire en Europe et ne prirent pas part au combat. La production totale de l'Allemagne pour toute la guerre, 1347 chars, Tigre 1 et 492 Tigre 2, Tigre Royal. Les Américains avaient construit la capacité de surproduire la fabrication de chars lourds allemands tout en maintenant une production simultanée de chars moyens, chars légers, chasseurs de chars, avions, navires, camions et tout autre équipement que la guerre industrielle moderne exigeait. Les mathématiques de la psychologie fonctionnaient différemment des mathématiques de la production, mais elles étaient tout aussi réelles et tout aussi dévastatrices. Le long canon que les équipages allemands voyaient à travers leurs périscopes dans ces dernières batailles n'était pas seulement une arme. C'était la preuve que tout ce qu'on leur avait dit sur l'infériorité américaine était un mensonge. Que la guerre qu'ils pensaient pouvoir encore gagner était déjà perdue. Que le courage, l'habileté et l'excellence tactique ne pouvaient vaincre un ennemi qui possédait à la fois la capacité technologique et une capacité industrielle illimitée. La leçon fondamentale de l'impact du Pershing s'étend au-delà des spécifications techniques des canons, du blindage et des moteurs. Elle parle d'une vérité sur la guerre que les stratèges comprennent depuis l'Antiquité, mais que chaque génération semble condamnée à réapprendre. La supériorité technologique est temporaire, mais la capacité industrielle et la capacité d'innover, elles, perdurent. Les tankistes allemands apprirent cette leçon de la manière la plus dure qui soit, en regardant dans le canon d'un 90 mm américain qui prouva que les sociétés démocratiques pouvaient produire des armes égales à tout ce que les systèmes autoritaires créaient. L'équipage du char allemand impliqué dans la bataille de Cologne reste incertain, et de nombreux détails sur le commandant sont encore débattus par les historiens. Le moment où il réalisa que le char approchant à travers les décombres n'était pas un Sherman, que son ami Wilhelm Bartelbort était sur le point de mourir, que la certitude à laquelle il s'était accroché pendant des années de retraite et de perte était sur le point d'être brisée avec tout le reste. Le titre de cette histoire pose une question simple. Quand les tankistes allemands apprirent-ils que le Pershing américain avait un canon de 90 mm capable de tuer leur Tigre? La réponse est simple. Ils l'apprirent quand ces canons parlèrent au combat. Quand les premiers obus percèrent un blindage qui était censé être invulnérable, quand le mythe de la supériorité allemande mourut dans le feu et les explosions sur les champs de bataille de l'ouest de l'Allemagne dans les derniers mois de la guerre. Mais la vérité plus profonde est plus complexe et plus humaine. Ils apprirent non seulement à propos d'un canon ou d'un char, mais à propos d'eux-mêmes, de leur ennemi et de la nature de la guerre qu'ils menaient. Ils apprirent que la démocratie industrielle qu'on leur avait appris à mépriser était plus que capable d'égaler leurs meilleurs efforts. L'industrie allemande s'affaiblit à cause des bombardements, des pénuries de carburant et de la perte des ressources. Tandis que les États-Unis continuaient d'étendre leur production, ils apprirent que la guerre était perdue, non pas dans une seule bataille ou campagne, mais dans les usines de Détroit, dans les bureaux d'études des firmes d'ingénierie américaines et dans la détermination d'une nation qui avait été attaquée et avait décidé de riposter avec toutes les ressources à sa disposition. 20 Pershing au combat. Environ 310 Pershing furent expédiés en Europe, mais seulement une vingtaine atteignirent le champ de bataille avant la fin de la guerre. 2222 produits en octobre 1945 contre 1347 chars, Tigre 1 et 492 Tigre 2 produits pendant toute la guerre. Les chiffres racontent une partie de l'histoire, mais la véritable histoire est dans l'esprit des hommes qui firent face à ces canons, qui comprirent ce qu'ils signifiaient. De nombreux soldats allemands se rendirent parce que leurs approvisionnements étaient épuisés et leur position désespérée, pas à cause d'un seul char allié. Le 6 mars 1945, sur la place de la cathédrale de Cologne, vers 15h47, le Feldwebel Karl Hoffmann regarda à travers son périscope endommagé et vit quelque chose qu'il ne reconnut pas. Dans les minutes qui suivirent, il regarda son ami mourir et réalisa que tout ce qu'il croyait sur la supériorité technologique allemande était faux.
Ce moment, répété sous des variations sur tout le front occidental, dans le combat direct, dans les rumeurs et dans les craintes d'hommes qui ne rencontrèrent jamais réellement un Pershing mais savaient qu'ils existaient, contribua à mettre fin à la guerre en Europe. Le long canon que les équipages allemands voyaient à travers leur périscope n'était pas seulement une arme. C'était la fin d'une ère, la mort d'un mythe et le début de la compréhension que les chasseurs étaient devenus les chassés. Quand les tankistes allemands surent enfin que le Pershing américain avait un canon de 90 mm capable de tuer leur tigre, ils le surent parce que ces canons avaient déjà parlé. Et dans ce terrible instant de reconnaissance, au début de 1945, l'Allemagne était déjà en train de perdre la guerre à cause de nombreux problèmes stratégiques, et le Pershing n'apparut que dans les derniers mois. Le Pershing se dresse aujourd'hui comme un témoignage de ce que les peuples libres peuvent accomplir lorsqu'ils sont menacés, de ce que la démocratie industrielle peut produire lorsqu'elle est mise au défi, de ce que les travailleurs américains à Détroit, dans le Michigan et dans 22 États ont construit pendant que les équipages de chars allemands croyaient encore être invincibles. 20 chars virent le combat et aidèrent à briser l'esprit de la Panzerwaffe. Non pas par un nombre écrasant, non pas par un génie tactique, mais par la preuve simple et dévastatrice que l'ingénierie américaine avait rattrapé son retard, que l'avantage sur lequel les équipages allemands avaient compté avait disparu, et que la fin arrivait, qu'ils l'acceptent ou non. Dans les décombres de la place de la cathédrale de Cologne, au milieu de la fumée et du feu des chars en flammes, cette vérité devint inévitable. Le mythe mourut là, et avec lui mourut le dernier espoir des équipages de chars allemands, qu'une technologie supérieure puisse encore renverser le cours d'une guerre que l'arithmétique, l'industrie et la détermination des peuples libres avaient déjà décidé. Si vous avez trouvé cette histoire de courage, d'innovation et du renversement du cours de l'histoire captivante, veuillez vous abonner à notre chaîne pour plus de récits historiques approfondis qui donnent vie au passé. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les histoires des hommes et des machines qui ont façonné notre monde.